bienvenue sur Monaco Info pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Le ministère d'État Serge Tel et le conseiller de gouvernement Jean Castellini ont présenté ce matin les priorités politiques du gouvernement princier pour l'année 2020. Patrick Moya expose à la Maison de France, rue Grimaldi, jusqu'au 20 décembre. Vous en saurez plus sur la traditionnelle vente aux enchères des sapins d'Action Innocence. Un détour par l'atelier des ballets de Monte-Carlo pour les imprévus. Et enfin, notre invité du week-end aujourd'hui est Jean-Marc Deoriti, en charge de l'animation et des loisirs à la mairie de Monaco. Le ministre d'État Serge Tel et le conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie Jean Castellini ont présenté ce matin les priorités politiques du gouvernement princier pour l'année 2020. Plus de détails dans ce reportage de Dominique Poulain. Logement, cadre et qualité de vie, mobilité et transition numérique sont les grands dossiers qui seront au cœur de l'actualité en 2020. Des dossiers essentiels pour l'avenir de la principauté, présentés à la presse par le ministre d'État Serge Tel et le conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie Jean Castellini. En préambule, le ministre d'État annonce que l'effort poursuivi, tant en matière de maîtrise des dépenses que de renforcement de l'attractivité de la principauté, porte ses fruits. Le budget primitif pour 2020 est en excédent pour la 9e année consécutive. Un excédent de recettes de 4 800 000 euros. En ce qui concerne le logement, lancement d'un plan pour permettre aux Monégasques et aux résidents de se loger en principauté. Le projet Grand Ida, qui est en train de démarrer et où 140 logements pour les compatriotes devraient être livrés à l'horizon de fin 2022. Et puis, bien évidemment, des opérations à l'est de la principauté comme Testimonio 2, Testimonio 2 bis, qui se poursuivent et qui permettront également de livrer plus de 300 logements. Donc au total, nous anticipons que dans les années qui viennent, 700 logements supplémentaires feront l'objet de construction et bien sûr d'attribution aux Monégasques. Autre priorité, la qualité de vie. Le gouvernement cherche à améliorer en permanence la vie en ville. Pour améliorer la vie en ville, en effet, il faut être exemplaire dans les chantiers que nous réalisons. Il faut également que les promoteurs privés investissent pour moins de nuisances sonores, moins d'impact sur la voie publique. Tout cela, ça a un coût. Et c'est là aussi où j'ai envie de vous dire qu'un budget en excédent, c'est le meilleur garant du cadre de vie ou de la qualité de vie pour les Monégasques et les résidents, parce que c'est grâce à ces sommes que nous investissons aujourd'hui et demain dans ces opérations que nous arrivons à conserver une principauté attractive. Mais si nous n'avions pas des finances publiques saines ou en excédent, nous aurions évidemment plus de difficultés à maintenir ce modèle économique et social monégasque exemplaire. Par ailleurs, un parking relais est en cours d'aménagement à l'entrée ouest de Monaco pour accueillir près de 2000 véhicules. Ce budget primitif sera débattu la semaine prochaine au Conseil national. Le reste de l'actualité en bref et en images en principauté vous est développé par la rédaction de Monaco Info. 4 nouvelles lettres de créance ont été remises au prince Albert II. Le premier ambassadeur reçu au palais princier dans la matinée de vendredi venait de la République de Bélarus. Il a été suivi par l'ambassadeur de Malaisie, puis c'est le nouvel ambassadeur du Mali qui a été reçu par le prince souverain avant son homologue de l'Union européenne. Les traditionnelles festivités de la Saint-Nicolas ont lieu le 6 décembre et ce vendredi n'a pas dérogé à la règle. C'est tout d'abord en la cathédrale qu'une messe a été célébrée en l'honneur du saint patron des enfants, avant la procession des petits élèves de Monaco qui ont été gâtés par la mairie. Le Téléthon a lieu ce week-end. Vous le savez, sans l'aide du plus grand nombre, la recherche sur de nombreuses maladies génétiques ne pourra pas avancer et d'importants progrès et découvertes ont été enregistrés au cours des dernières années grâce à la générosité de millions de donateurs. Ce week-end, le Téléthon Monaco change de formule. Quelques animations se feront toujours sur le port, avec notamment la présence du corps des sapeurs-pompiers. Mais le village du Téléthon se trouvera à l'Auditorium Régnier 3. Un concert sera également donné au Théâtre des Variétés par le chœur des Trois Corniches samedi à 20h30.
La Principauté de Monaco accueillait dimanche dernier les Film Awards, la cérémonie qui met à l'honneur chaque année les meilleurs pilotes de 2 roues. Lorenzo Della Porta et Alex Marquez, respectivement sacrés en Moto 3 et Moto 2, étaient notamment présents pour recevoir leur trophée. C'était une première. Les lauréats du Challenge Clink Inter-École sont les petits élèves de l'école des Rêvoirs. Clink est un système lancé à Monaco il y a un peu plus d'1 an et qui récompense le tri des emballages en verre. 44 classes ont pris part au challenge, soit près de 200 élèves. Et avec 1150 éléments de verre déposés, c'est une jeune fille de l'école de la Condamine qui a été la plus active. La Maison de France rue Grimaldi vous propose de découvrir jusqu'au 20 décembre l'exposition de l'artiste Patrick Moya. Un éventail de couleurs vous y attend, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Sandrine Nègre, d'Olivier Bonello et de Clélia Renaud. Comme à la maison, l'exposition de Patrick Moya à la Maison de France porte bien son nom. De l'entrée au dernier étage, pas à pas, le regard du visiteur est attiré par les œuvres de l'artiste qui habille ainsi les murs de cette maison. Le premier niveau ici où on est, qui est l'atelier, en fait, c'est à la fois l'atelier numérique, il y a le travail numérique, il y a le travail de sculpture, presque le travail d'architecture, et puis il y a le travail de peinture. Voilà, donc c'est tout l'atelier, le bas. Et puis après, quand on monte au premier étage, il y a le salon, la salle à manger. Alors là, c'est beaucoup plus classique. Il y a des tableaux qui sont inspirés des tableaux français, par exemple de Watteau. J'ai mis l'embarquement pour Citer, mais en fait, c'est l'embarquement pour l'île Moya, parce que c'est toujours Moya, c'est un petit peu narcissique. Et puis un peu plus à côté, il y a une bibliothèque qui est un peu comme un laboratoire. Il y a la physique, l'anthropologie, l'archéologie. Donc il y a des restes de fouilles, etc. Il y a des livres aussi. L'artiste développe donc aussi son travail artistique grâce aux nouvelles technologies et Second Life précisément. Ainsi, cet écran permet de découvrir l'exposition sur l'île virtuelle de Moya. Et après, on monte, et là, il y a la chambre, parce que c'est toujours au dernier étage, la chambre et salle de jeu, et le cirque, parce qu'il y a toutes les toiles que j'ai fait pour le Festival du cirque de Monte-Carlo pendant 7 ans. J'ai fait l'entrée du Festival du cirque, donc on a rempli entièrement de toiles le haut. J'utilise surtout les couleurs primaires, en fait. J'utilise les couleurs de base, et ça vient aussi d'un travail que je faisais quand j'étais à la Ville-Arson, quand j'étais très jeune. Je faisais un travail sur la télévision, autour de l'image télévisée, où je pensais que le futur serait les écrans et les images télévisées. Et l'image télévisée, elle est faite avec 4 couleurs, ou 3 couleurs, disons, qui sont ce qu'on appelle la synthèse additive, c'est-à-dire on mélange toutes les couleurs, on arrive vers le blanc. Donc moi, j'ai toujours rêvé de faire une peinture qui tend vers le blanc plutôt que vers le noir. Parce que d'habitude, quand on fait de la peinture, on mélange 2 couleurs et puis on arrive vers le sombre. Moya comme à la maison, proposé par la Fédération des groupements français de Monaco, jusqu'au 20 décembre à la Maison de France. La traditionnelle opération des sapins d'Action Innocence aura lieu mercredi prochain à l'hôtel de Paris. Cette vente aux enchères donnée au profit de l'antenne monégasque d'Action Innocence va une nouvelle fois permettre de récolter de généreux dons. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy. Ils seront au nombre de 37 cette année. Les sapins d'Action Innocence, spécialement décorés par de prestigieuses maisons, seront à la vente pour la bonne cause. La traditionnelle opération qui fêtera ses 15 ans se déroulera le mercredi 11 décembre à l'hôtel de Paris. C'est une vente aux enchères et cette année nous avons beaucoup de sapins, nous avons 40 sapins. Ce qui veut dire que la vente commencera à 18h. En principe, le prince Albert nous honore de sa présence chaque année. Il a suivi avec beaucoup d'intérêt et de gentillesse notre opération annuelle. Un petit vin chaud et des petits spéculoos seront servis pendant la vente. Et voilà. Et ces sapins donc sont des sapins dont certains ont des prix tout à fait raisonnables, enfin peuvent partir à des prix tout à fait raisonnables, puisqu'il y en a beaucoup, donc il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts, parce que vous verrez c'est très différent les uns des autres, et chacun met toute son imagination, son savoir-faire et son enthousiasme dans le fait de nous offrir ces jolis sapins. Active depuis 2002 en Principauté, l'association Action Innocence milite en faveur de la préservation de l'intégrité et de la dignité des enfants sur Internet. Cette opération va nous permettre de financer nos actions, car Action Innocence Monaco organise des préventions dans les écoles de la Principauté et dans les écoles de la région PACA. Nous avons maintenant une équipe de 4 psychologues qui tournent et nous rencontrons tous les enfants pour les prévenir de tous les dangers d'Internet et de tout ce qui peut se passer.
De nombreux partenaires suivent l'association depuis toujours, comme notamment l'Hôtel de Paris, la SBM, le Métropole, la Manufacture de Monaco et bien d'autres. Nous sollicitons les maisons de prestige de Monaco pour nous faire un beau sapin de Noël. Et c'est dans plusieurs univers, c'est dans l'univers de la joaillerie, dans le prêt-à-porter, dans l'art de la table. Et donc voilà, nous avons ce choix de sapins. On crée une forêt de sapins dans le lobby de l'Hôtel de Paris. Nous avons énormément de partenaires. Nous avons des partenaires qui nous suivent depuis toujours, notamment l'Hôtel de Paris, la SBM, via tous ces hôtels, le Métropole, la Manufacture de Monaco. Nous avons aussi beaucoup de joailliers, Cartier, Repossi. Il y a Buccellati, Pomelato, il y a Zechencellati, l'art de la table avec la lique et le fameux Ferrero Kinder, voilà, qui est un must. Et nous avons aussi dans nos sapins des boutiques de mode, nous avons Enfance, nous avons Cucinelli et les Thermes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Et pour les personnes qui ne pourront pas assister à cette vente aux enchères, auront tout de même la possibilité d'y participer quand même en formulant une offre par téléphone. À moins d'un mois avant la première de Coppelia, des dizaines de spectateurs privilégiés ont pu assister à la présentation de la création des ballets au dernier réglage avant la représentation fin décembre au Grimaldi Forum. Parmi ces spectateurs, Dominique Poulain et Olivier Bonello, regardez leur reportage. Merci. Jean-Christophe Maillot est au travail pour préparer la nouvelle création des ballets de Monte-Carlo, Coppelia. À 3 semaines de la représentation, le chorégraphe ouvre les portes de son atelier le temps d'une soirée à quelques spectateurs privilégiés. L'objectif de ces imprévus est de convier ce public à venir admirer les danseurs des ballets de Monte-Carlo. Je crois qu'il y a toujours une fascination pour le public de voir les cuisines, de voir l'arrière-salle, de voir comment les choses se construisent, comment elles se fabriquent. Je pense qu'aussi, très important, ça crée un attachement très fort pour le public avec les danseurs, parce que cette proximité les rend beaucoup plus vulnérables et nous permet de mieux les connaître. Donc il y a une relation qui se déclenche et qui crée aussi quelque chose qui va au-delà du spectacle, qui rentre vraiment dans l'intimité même du travail. Donc ça, je crois que c'est un moment assez important. Et puis, j'aime bien cette idée, avant une création, de donner un petit avant-goût et de sentir un peu comment les gens réagissent à ce qu'on est en train de faire. Sans costume ni décor, les danseurs occupent le devant de la scène. Ils donnent un aperçu de leur classe. Et entre les différentes scènes de la pièce, Jean-Christophe Maillot n'hésite pas à intervenir pour apporter les derniers réglages, mais aussi et surtout pour expliquer aux spectateurs sa chorégraphie et le déroulé de sa création. Quand on voit les spectacles terminés, il y a pas quelque chose d'arrogant, mais il y a quelque chose d'inaccessible aussi pour le public. Et moi, j'aime bien que les gens se rendent compte que des danseurs sont avant tout des individus, avec leur fragilité, avec leur force. Et du coup, la possibilité pour le public, le monde a changé aussi. On a un accès quand même beaucoup plus facile à tellement d'informations aujourd'hui que finalement, les gens sont friands de ça. Ils ont envie de voir qu'est-ce qui se cache derrière la finalité d'un spectacle. Et puis ça permet effectivement aux gens, peut-être, qui ne viendraient jamais voir un spectacle de ballet parce qu'ils penseraient que ça n'est pas pour eux, de se rendre compte que finalement, s'ils font l'effort, ou si nous on fait l'effort aussi de leur tendre la main et de leur expliquer un petit peu comment les choses fonctionnent, ils en ont moins peur et du coup plus envie de venir le voir. Ces spectateurs sont donc les premiers à avoir vu en avant-première la dernière création de Jean-Christophe Maillot, qui sera interprétée du 27 décembre au 5 janvier sur la scène de la Salle des Princes du Grimaldi Forum. Un mot de football à présent. Après sa victoire à Toulouse, l'AS Monaco reçoit samedi Amiens pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Je vous propose d'écouter des extraits de la conférence de presse d'avant-match avec Leonardo Jardim et Benjamin Lecomte. On se concentre sur nous, on sait qu'il faut enchaîner. On a perdu des points un petit peu bêtement. C'est pour ça qu'on est satisfait de ramener ces 3 points de Toulouse. Maintenant, voilà, il y
Il y a une réception de Damien qui ne va pas être forcément facile. On sait que ce genre d'équipe, voilà, elle cherche à aller récupérer des points aussi à l'extérieur. C'est des équipes solides. Donc il va falloir faire le nécessaire pour l'emporter et se focaliser sur les 2 prochaines rencontres après. Nous sommes encore loin du podium. Nous travaillons pour arriver au podium et pour arriver, n'est pas seulement le travail, nous avons besoin de faire les points et gagner des matchs. Je sais bien que plus de ce moment-là, le début de saison, nous faire prendre un retard grand, que nous avons besoin d'attraper cet retard. Et c'est ça que nous essayons de faire. On a tous été un petit peu en dessous de nos désespérances et de nos qualités en ce début de saison. On a su rebondir et se remettre dans le droit chemin pour être le plus performant possible. Aujourd'hui, tant mieux, on l'est et il y a ces 4 rencontres qui vont nous permettre peut-être d'effacer justement ces 4 premières rencontres qui étaient un petit peu moyennes. Et nous avons à présent rejoint notre invité du week-end. Il s'agit de Jean-Marc Deoriti. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein du village de Noël. Tout d'abord, est-ce qu'on peut présenter cette nouvelle édition du village de Noël, un événement incontournable en ces fêtes de fin d'année? Oui, absolument. Donc cette année, nous avons choisi, le conseil communal a choisi comme thème le Noël blanc. Donc sur ce port Hercule magnifique et c'est un écrin majestueux puisque effectivement nous sommes aujourd'hui à la 20e édition du village de Noël, de cette édition, et donc une manifestation qui a pris son ampleur depuis 20 ans. Et donc je tiens à remercier, à faire un clin d'œil à Marc Palmero, l'ancien chef de service qui a mis en place, qui a développé cette animation il y a 20 ans avec Madame Campora, l'ancien maire de Monaco. Et également l'Unimillar à Conalgoff qui en 2010 a fait une magnifique prestation sur le casse-noisette. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui à l'inauguration de ce village de Noël. Et donc comme je vous le disais, Noël blanc, avec diverses animations prévues pour ce Noël blanc. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces animations, des ateliers et également la traditionnelle patinoire qui va ravir les passionnés de la glisse? Absolument, oui. Donc comme chaque année et de plus en plus, nous essayons donc de développer ce projet donc par des déambulations tout au long de ces 5 semaines, puisque ce village de Noël dure 5 semaines pour couvrir la dernière semaine de la fête de l'Épiphanie italienne, puisque c'est une clientèle qui apprécie extrêmement particulièrement ce village de Noël, clientèle italienne, donc nous allons jusqu'à l'Épiphanie. Donc tout au long de ces 5 semaines, des troupes vont déambuler tout au long de ce village en proposant des animations. Nous aurons également des ateliers pour les plus petits avec la possibilité de réaliser des santons, des crèches, décorer des arbres de Noël. Et puis donc évidemment tout le contenu de ce village, puisqu'il y a 3 parties essentielles. D'une part la scénographie, donc Noël blanc, donc nous sommes rapprochés de l'idée du Grand Nord, où nous allons retrouver donc les villages inuits, les igloos, tout un décor magique de fin d'année, évidemment. Également des produits de Noël abordables, que le Conseil a sélectionné il y a quelques mois pour le bonheur des visiteurs, donc pour compléter les cadeaux de fête de fin d'année. Et enfin, l'aspect alimentaire. Et je précise aussi que nous sommes toujours dans le respect des commerces alimentaires de la place, donc nous essayons de garder quand même une ampleur relative dans ce sens-là. Et le spectacle de Noël également sur la patinoire? Alors évidemment, la patinoire du service des sports de la mairie contribue évidemment à cette fête magique, puisque de nombreuses manifestations seront proposées. Le cirque de Moscou qui fera donc un spectacle gratuit, deux éditions de ce spectacle gratuit. Je n'ai pas exactement la date en tête, mais ça sera, vous le retrouvez sur le site de la mairie. Sur le site internet de la mairie, exactement. Il y aura également, en collaboration avec la Fédération de hockey, des belles prestations de matchs de hockey sur cette patinoire. Dès janvier aussi, la possibilité aux possesseurs de voitures radiocommandées de pouvoir s'essayer en matinée sur cette patinoire
pour se retrouver en situation de conduite hivernale, transposée bien entendu. Donc de nombreuses manifestations et puis le spectacle de fin d'année, puisque le 31 au soir, cet espace va se transformer en une fête magique, puisque 2 DJ et une scène vont animer l'espace jusqu'au feu d'artifice qui clôturera cette fête de fin d'année. Vous l'avez dit, 20 ans du village de Noël, Casse-Noisette, la Nouvelle-Orléans l'an dernier. Comment on arrive justement à se renouveler, à travailler sur les thèmes? J'imagine déjà que vous êtes en train de travailler sur l'édition 2020. Alors effectivement, nous avons pratiquement validé le thème de l'année prochaine. Je ne peux pas encore le divulguer, bien entendu. Mais alors, ce sont des opportunités parfois. C'est le travail émérite, je tiens à le préciser, de Madame Olivia Novariti-Pommier, notre chef de service, qui fait un travail remarquable, ainsi que toute l'équipe du service animation de la ville et les services annexes, puisqu'il y a aussi le service des travaux qui participe, etc. Et je tenais quand même à les remercier. Donc il faut un travail sur ces thèmes et qui peuvent être, on a quand même fait le grand écart, puisque je peux me permettre de rappeler une édition d'il y a plus de 10 ans, où on avait été sur le développement durable et un grand chapiteau avait été mis en place avec des expositions sur ce thème, vous savez, qui est cher à la principauté. Donc on fait effectivement, on explore des domaines extrêmement variés et je crois que les gens, la clientèle, nos visiteurs sont toujours extrêmement satisfaits. Alors toutes les informations relatives au village de Noël sont bien évidemment à retrouver sur le site internet de la mairie. La mairie de Monaco. On pourra profiter de ce village de Noël jusqu'au 5 janvier 2020. Absolument. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Marc de Oriti. Merci et puis très belle fête de fin d'année à vous. On se quitte sur les prévisions météo pour ce week-end et le début de semaine prochaine. Bonne soirée à tous. C'est un week-end plutôt ensoleillé qui nous attend. Samedi, alternance de nuages et d'éclaircies. Dimanche, un temps toujours sec et des températures comprises entre 5 degrés le matin et 11 degrés le soir. Lundi sera une belle journée ensoleillée. Mardi, le soleil parviendra à se frayer un chemin entre les nuages. Mercredi, journée peu ensoleillée mais sans pluie. Enfin, jeudi, une journée agréable pour la saison.